Direction la pointe sud de la Malaisie, l'île de Singapour, la cité-État à l'occasion de la 5e édition de l'Half Ironman du même nom. Donc de Singapour, ville moderne, plaque tournante d'un point de vue commercial, maritime aussi, cité touristique, l'occasion pour tous ceux qui participent à cette édition, Cyril, de lier l'utile à l'agréable, de participer à une épreuve qui fait partie du circuit Ironman et de profiter des décors alentours. Ouais, des décors, du tourisme un petit peu, une épreuve donc, qui fait partie de la série 73, donc des points à prendre pour Hawaï. Parmi les têtes de gondole présentes, James Kenema, le Sud-Africain, qui l'année dernière, nous dit-il, avait terminé effectivement deuxième derrière Craig Alexander. Belle bagarre, on s'en souvient, c'était sur Sport+. Mais depuis l'an passé, il y a eu pas mal de nouveautés pour ce qui le concerne. Des victoires au plus haut niveau, et notamment c'était à l'Alpe d'Huez en juillet dernier, donc il a acquis une expérience différente, supplémentaire, et cette fois-ci il monte bien sur la plus haute marche du podium. Ça concerne les messieurs. Chez les dames, Jodie Swallow s'était imposée ici en 2009. Elle a bien envie, elle aussi, de rééditer la performance, même si elle sort d'une période où elle était plutôt pas tout à fait prête, c'est-à-dire un peu blessée. Donc elle est dans une période de rémission, ou du moins elle essaie de retrouver la santé de manière à être encore une fois à son plus haut niveau. C'est ce que lui demande notre collègue anglais sur place. Quels sont les adversaires que vous craignez le plus ici? Alors bien sûr, il y a Amy Marsh, bien sûr, Mary-Beth Ellis, mais ce qu'elle craint avant tout, c'est sa propre situation. Elle va se donner les moyens d'essayer de rééditer une très belle performance, même s'il est encore une fois à court de compétition. Premières heures du matin, classique. Le tampon, non pas pour la poste, mais pour se préparer à courir, Cyril. Ouais, le tampon, c'est le numéro de dossard que l'on inscrit sur les jambes et les bras des athlètes pour mieux les reconnaître après sur les parties vélo et parties natation également. Une température de l'eau qui ne permet pas de prendre la combinaison. Et une partie natation qui se fera en 2 boucles. Exactement, 2 boucles pour couvrir les 1900 mètres de natation, un parcours rectangulaire. Donc les distances, 1900 mètres de natation, 90 km à vélo, 3 boucles pour le circuit cycliste et 21 km à pied, 2 boucles d'un peu plus de 10 km. Donc sur la plage, les compétiteurs dits élites, les professionnels, parmi eux Faris Al-Sultan qui était une semaine auparavant, Cyril, à Abu Dhabi. Ouais, donc c'est un petit pari, parce qu'à Abu Dhabi c'était quand même pour des distances un peu particulières, mais il y avait quand même 200 km de vélo. Il y avait 3 km en natation, 200 km à vélo et puis ensuite 20 km à pied. Ouais, 20 km à pied, donc enchaîné une semaine après avec un Half Ironman. Donc on peut dire que Faris Al-Sultan est dans une phase vraiment de préparation et il enchaîne les courses pour voir où il en est. C'est parti pour ce qui concerne les professionnels. Les hommes et les femmes sont mêlés ici. Alors parmi les messieurs, on a vu Kunamam. Il y a aussi Pete Jacobs, l'Australien. Patrick Vernet, le Français, qui est venu ici pour aller chercher quelques points. Il y a Faris Al-Sultan, on en a parlé. Il y a un petit nouveau sur la distance, Chris Gemmell, le Néo-Zélandais, qui court habituellement dans la série des Coupes du Monde, des séries mondiales aussi. Et donc il va découvrir la distance. Ça c'est pour les messieurs. Chez ces dames, on a vu Jodie Swallow. On a parlé d'Amy Marsh, de Mary-Beth Ellis, de Michelle Wu, une jeune Australienne. On aura l'occasion de revenir en détail sur ses profils. Après les pros, les groupes d'âge, mais uniquement les femmes. Un départ consacré à ces dames. C'est plutôt une bonne idée. Bonnet rose, donc bonnet féminin. C'est les femmes qui sont parties avant les hommes, avant les amateurs hommes. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympa justement. Les organisateurs ont eu la bonne idée de faire une vague départ femmes. Les professionnels, c'est parti donc pour 1900 mètres de natation. Alors parmi les très très bons nageurs, il ne faut pas se tromper, on va retrouver bien sûr Pete Jacobs, l'Australien, Chris Gemmell, le Néo-Zélandais, David Dello, on n'en a pas parlé, un jeune triathlète australien aussi qui vient du courte distance. David Dello qui n'est autre que le fiancé, en l'occurrence de Caroline Stephen, et qui vient d'intégrer comme pas mal de compétiteurs, on va y revenir aussi au cours de ce reportage, le team TBB entraîné par Brett Sutton et dont les couleurs sous vos yeux sont celles donc rouge, j'allais dire blanche, noire et rose. Ouais, blanche, noire et rose, on en voit beaucoup, donc ils étaient fortement représentés. Il faut dire qu'ils s'entraînent un peu dans la région, donc c'était facile pour eux de venir participer à cette course. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de passer de longues semaines pendant la période hivernale, ici ou en Thaïlande ou en Malaisie, de façon à préparer la saison, à être confrontés aux conditions climatiques qui sont dures, parce que là on n'en a pas parlé encore, mais il fait chaud, surtout très très humide, et ce parcours ici à Singapour a l'habitude d'user les organismes. On est en début d'année, donc il est préférable de se préparer pour affronter justement cette distance ici. C'est vrai que si on peut venir quelques semaines avant, se préparer sur le site ou dans la région, c'est quand même pas négligeable. Les taux d'humidité sont importants, donc pour les athlètes européens qui sortent de l'hiver, c'est compliqué d'arriver comme ça sur un site ou sur un endroit où la course a lieu dans des conditions un peu particulières. On retrouve les pros en tête de la compétition.
ces messieurs, bien sûr, ces messieurs et 7 dames, parce que parmi ce groupe de compétiteurs, il y a une compétitrice, là, la dernière sur la gauche de votre écran, qui n'est autre que Jody Swallow, qui a l'habitude d'être aux avant-postes en natation et aussi à vélo. Mais Jody Swallow, elle se fait fort de terminer parmi les meilleurs de ces messieurs à chaque compétition à laquelle elle participe. Et encore une fois, là, elle va y parvenir. Ouais, elle est dans le bon paquet. En plus, on le voit bien, elle a l'expérience en natation de bien se placer. Hein. Elle s'est pas mise complètement derrière, mais plutôt à hauteur d'homme, justement, pour bien profiter de la vague au maximum. Bon, là, elle lâche un peu, mais on la voit, elle est un peu sur le côté. Et elle profite justement de la vague qui est créée par les athlètes devant pour suivre le rythme. Là, voici Jody Swallow, les bonnets blancs, les professionnels, les bonnets roses. Les groupes d'âge, les amateurs, 10 dames qui n'empruntent pas tout à fait le même parcours et pour cause, parce qu'il y en a qui terminent justement les 1900 mètres, tandis que ceux qui sont en haut de votre écran sont en train de boucler uniquement le premier aller avant d'attaquer le retour. Sortie de l'eau après 1900 mètres de natation, le premier à s'extraire de l'eau. Chris Gemmell, le néo-zélandais qui découvre la distance. Ensuite, on va avoir Pete Jacobs, David Delot. Il y a Kristen Kemp, Jacobs et puis Jody Swallow en gros plan à l'instant, là parmi les meilleurs de ces messieurs. Ouais, Jody Swallow qui fait une grosse performance. Hein. Sortir avec Pete Jacobs, Chris Gemmell, c'est quand même vraiment une belle performance. Il faut savoir que Chris Gemmell, il a l'habitude de sortir dans les pelotons de tête sur les courtes distances. Donc c'est pour vous dire un peu la performance de Jody Swallow. 27,45 pour Chris Gemmell. Après le parcours de natation, 27,52 pour Jody Swallow. Et la deuxième meilleure dame à sortir de l'eau, c'est Amy Marsh en 29,54, c'est-à-dire qu'elle a déjà 2 minutes de retard sur Jody Swallow après la natation. Transition, la première de la journée, je dirais mode express pour ceux qui sont habitués à concourir en Coupe du Monde ou en Série mondiale. On voit la différence avec ceux qui concourent exclusivement sur des longues distances. Ouais, ils ont l'habitude, ils ont leur repère, c'est très très rapide sur le court distance. En Coupe du Monde, c'est primordial, une mauvaise transition et ça influe tout de suite sur le classement, alors que bon, là on voit Faris Al Sultan. C'est sûr que la transition sur le longue distance, même sur la distance Ironman, natation vélo est importante, mais après vous allez le voir, ça arrive que les athlètes sur la transition, la deuxième vélo course à pied, des fois s'en mêlent un peu les pédales sur le longue distance parce qu'ils n'ont plus les mêmes repères. Le japonais Nishiuki, engagé ici, membre du team TBB, Nishiuki qui bien sûr pense à ses compatriotes japonais, à toute cette nation touchée par le tsunami et qui lui vraiment va donner tout ce qu'il est possible de donner pour essayer de leur venir en aide. C'est ce qu'il nous dit à l'instant. Bien sûr, sa famille était, je dirais presque aux premières loges, là où le tsunami a frappé l'île. Et malheureusement, il est un peu impuissant face à cette situation. Il veut leur venir en aide, mais il ne sait pas de quelle manière. Bien sûr, physiquement, ça ne lui est pas possible, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour cela et qui le feront beaucoup mieux que lui. En revanche, ce qu'il peut faire, lui, c'est d'être le plus performant possible dans sa discipline, dans son sport, pour effectivement attirer l'attention sur lui et essayer de récolter des fonds pour bien sûr leur venir en aide. Patrick Vernet, on en parlait il y a quelques minutes, le voici, il est sorti de l'eau Patrick après 29 minutes et 14 secondes, c'est-à-dire 1:30 de retard sur Chris Gemmell. La difficulté pour Patrick, c'est qu'il risque de se retrouver un peu tout seul en vélo, donc il va falloir qu'il fasse un début de parcours vélo très très fort pour essayer de revenir sur la tête de course. Amy Marsh, deuxième position féminine, Bess Ellis, 30 minutes 08, Nishiushi, Madame, un peu plus loin, et on enchaîne. Scott Needley, dossard numéro 7, l'Écossais, qui a remporté l'Ironman de Grande-Bretagne, c'était en 2007. Deuxième place lors de l'Ironman d'Australie l'an passé. Scott Needley, qui maintenant commence à avoir l'habitude de monter sur le podium des courses auxquelles il participe. Alors il compare un petit peu l'aspect technique des différentes disciplines ici, c'est-à-dire natation, vélo et course à pied. Il pense qu'effectivement la natation est la plus difficile, la plus technique des disciplines, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, Cyril. Le cyclisme, bien sûr, est technique aussi. Il faut apprendre à se placer, il faut apprendre à pédaler presque, il faut savoir relancer, savoir anticiper. Pour ce qui concerne la course à pied, il faut effectivement après faire du kilomètre pour avoir, entre guillemets, un peu la caisse. Mais il a justement insisté sur l'aspect technique de la natation. Ouais, d'autant plus que quand les combinaisons sont interdites, l'aspect technique est encore plus important.
puisque la combinaison aide à porter les nageurs. Donc là, sans cette aide-là, l'aspect technique est beaucoup plus important. Le parcours cycliste, différent de l'an dernier, 3 boucles pour couvrir les 90 km. L'an passé, ils partaient sur le côté opposé. Cette année, ils ont pris le parti de longer l'aéroport. On aura l'occasion de les suivre. Gros plan pour l'instant sur Jody Swallow en tête de la compétition. 2 minutes d'avance sur un mi-marche. Sa principale rivale pour l'instant, la sortie de l'eau. Et Jody, elle, toujours, je dirais presque dans la foulée. Mais en l'occurrence, là, dans la suite, juste derrière, les premiers de ces messieurs qui donnent le rythme. Et le premier de ces messieurs, pour l'instant, donne le rythme. Chris Gemmel, néo-zélandais. Encore une fois, première participation sur la longue distance. Pas mal pour l'instant. Ouais, c'est une belle expérience et c'est vrai que c'est une génération qu'on risque de retrouver après 2012, après les Jeux Olympiques sur le longue distance. Donc pourquoi pas s'essayer un peu plus tôt. C'est plutôt même une très bonne préparation pour lui en vue des Coupes du Monde qui arriveront un peu plus tard. Donc c'est très intéressant de voir ces athlètes-là sur le Half Ironman. Et puis je pense que c'est intelligent de sa part de venir s'essayer. Alors on parle de Jeux Olympiques, on parle bien sûr d'objectifs pour ce qui concerne les triathlètes qui pratiquent le court distance. On a vu récemment, c'était mardi soir sur Infosport, Chris McCormack nous expliquait qu'il allait abandonner la longue distance et la distance Ironman pour se consacrer aux courtes distances et à l'objectif olympique. Ça reste malgré tout un objectif difficile à atteindre, même si on connaît les capacités de l'individu. Ouais, mais il en est conscient, Chris. Il sait que sa plus grosse difficulté, ça va être pas de réapprendre parce qu'il le sait, mais de recourir très très vite. Il faut savoir sur le court distance, les athlètes courent le 10 000 en 30 minutes, soit 20 km/h. Et Chris McCormack, il a l'habitude de courir les marathons ou les semi-marathons aux alentours de 17, 16, 15 km/h. Donc il va y avoir 3-4 km/h à gagner en course à pied et ça va être sa plus grosse difficulté. Jody Swallow en gros plan qui est au sein du deuxième groupe, homme en l'occurrence, emmené par James Cunnama. Jody Swallow qui avait donc gagné ici en 2009, elle avait gagné le titre de championne du monde longue distance la même année et puis l'année dernière elle a gagné le titre de championne du monde Half Ironman. Donc une compétitrice qui est à l'aise sur courte distance et sur longue distance, donc à surveiller aussi. Elle a des objectifs différents, mais elle a surtout des grosses capacités. Et c'est ce qu'elle nous dit. Bien sûr que je suis attiré par l'univers olympique et la perspective des Jeux Olympiques de Londres, et pour cause, elle est britannique, elle est directement concernée. Mais si jamais ça ne fonctionnait pas, elle sait qu'elle a à sa disposition des capacités sportives qui peuvent l'amener à performer sur d'autres distances. Son point fort à Jody Swallow, si jamais elle devait basculer sur le court distance, c'est sa natation. On la voit, elle sort avec les meilleurs garçons. Donc je pense qu'en natation, elle n'aurait pas trop de soucis. Après, on a l'habitude de la voir faire la course en tête en vélo. Après, en triathlon, c'est différent. Les règles ne sont pas les mêmes. Il y a le drafting, donc le fait de rouler en peloton. Donc psychologiquement, c'est dur pour les athlètes qui sont très très forts en vélo de voir des filles qui s'accrochent à votre porte-bagages, entre guillemets. Et puis après, derrière, en course à pied, il faut quand même courir très très vite. Mais pourquoi pas la voir aux Jeux Olympiques à Londres. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Jody Swallow, Rachel Paxton, elle est australienne, elle est ici aussi pour concourir lors de cette 5e édition du Half Ironman de Singapour. Elle avait remporté le Half Ironman de Malaisie en 2009, une 2e place sur le Half Ironman des Philippines en 2010, comme sur celui du Japon. Alors elle nous explique, et on en parlait il y a peu de temps, qu'elle a couru effectivement à Abu Dhabi quelques jours, une semaine auparavant. Donc elle a consacré sa semaine après la compétition à tenter de récupérer au mieux parce que derrière il allait falloir encore produire de gros efforts. D'autant que la distance Alpha Ironman nécessite davantage de puissance, ça va très vite. Ouais, il fallait faire du jus et puis d'autant plus que les conditions météo sont pas les mêmes. À Abu Dhabi, c'était vraiment les fortes chaleurs, donc il faut récupérer des coups de soleil qu'on a pris, de la chaleur, et puis là, il y a un taux d'humidité beaucoup plus important, donc le mieux pour s'adapter, pour récupérer et puis ensuite s'adapter aux conditions météo, c'est en effet de récupérer, de faire du jus, de garder un minimum d'entraînement pour que les muscles ne s'endorment pas. Et pour garder un certain rythme, mais la priorité, à mon avis, pour ces athlètes-là, c'était la récupération. Marubeth Ellis, pour l'instant en 3e position de la course féminine. Le palmarès de cette athlète américaine qui a un seul souhait, c'est oublier l'année 2010 qui s'est écoulée.
Une année 2010 qui n'est pas synonyme de confort pour elle, qui avec le sourire justement nous explique qu'il faut vite passer à autre chose, que 2010 ça a été épouvantable entre les quelques pépins physiques qu'elle a connus, les blessures. Bon, bien sûr, elle a fait une 3e place lors du Escape from Alcatraz, mais ça restera malgré tout anecdotique au milieu de cette saison qu'elle juge, elle, totalement insatisfaisante. Donc 2011, au boulot, on s'y met et on essaie de retrouver les bases pour performer. Ouais, c'est plutôt encourageant de repartir sur la saison comme ça, après une année difficile, même 2 années difficiles. Donc on lui souhaite beaucoup de réussite et de revenir au plus haut niveau. La course de ces messieurs, la tête de course, vous l'aurez sans doute remarqué, ils sont quand même quelques-uns, 7, 8, alors bien sûr Jacobs, Gemmel, il y a Balazs-Çok, le hongrois, et puis il y a lui, le Faris Al-Sultan, qui était encore une fois à Abu Dhabi la semaine précédente, qui a l'habitude d'être assez à l'aise à vélo, avec une position aérodynamique sans doute efficace, et qui là produit l'effort pour prendre la tête, les commandes, stratégie, utilité. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est une façon de contrer un petit peu les ambitions de Chris Gemmel? Ouais, Faris, je pense qu'il sait qu'en course à pied, en ce moment, il a un peu des difficultés à tenir le rythme de ses adversaires, donc je pense qu'il va essayer de durcir la course un peu en vélo, surtout que ces conditions-là, lui il est habitué, ça ne le gêne pas, l'humidité, la chaleur, tout ça il est habitué, donc essayer de durcir la course en vélo pour que justement derrière ses adversaires soient un peu moins frais en course à pied et peut-être courent un peu moins vite, il n'y a que 90 km en vélo, 21 à pied, donc ça va aller très très vite. Les transitions, on a pu la voir sur la première transition, c'est très très rapide, on se rapproche vraiment du courte distance. Donc, et puis il a affaire à lui, il a des spécialistes du 73. On les a vus passer, là, gros plan sur Pete Jacobs, l'Australien qui en 2010 a fini 2e des championnats australiens de longue distance. Ça c'est David Dellow, l'autre Australien qui vient aussi un petit peu marcher sur les plates-bandes du longue distance, membre du team TBB encore une fois, qui a quelques perfs à son actif, 4e à Ishigaki en 2010, et puis une 10e place à Moulaba plus récemment. Attention à bien respecter les règles édictées, 10 mètres entre les compétiteurs, 3 mètres entre 2 vélos d'un point de vue de la largeur qui peut séparer les concurrents. Pour l'instant, on s'attarde sur cette demoiselle qui nous montre facilement ses cicatrices et pour cause. Ling Shu-er nous raconte tout simplement que lorsqu'elle a été aux États-Unis et qu'elle se préparait pour participer au championnat du monde, distance Half Ironman, quelques semaines auparavant, elle a tout simplement eu un accident. Elle s'est fait renverser par une voiture, fracture du fémur gauche, fracture de la cheville gauche, et donc 6 mois d'indisponibilité et surtout des prévisions qui n'étaient pas bonnes, puisqu'on lui a tout simplement dit c'est pas la peine d'imaginer un jour recourir, peut-être même pas remarcher avec facilité, mais c'est souvent le cas dans ces environnements de discipline, je dirais un peu engageantes, c'est que les caractères correspondent souvent à des caractères forts. Et effectivement, après plusieurs mois de traitement, elle a fini par retrouver le haut niveau. Et c'est encore une fois un exemple sur lequel il faut méditer. Ouais, c'est très courageux. Et puis je pense que c'est beaucoup de persévérance. Et en effet, c'est un gros travail mental. Déjà, et dans un premier temps, il faut encaisser ce que les médecins disent. C'est-à-dire peut-être que vous n'allez plus pouvoir... plus pouvoir faire de sport, peut-être des difficultés à marcher, et puis après il faut avoir encore les ressources mentales pour se dire non, c'est pas possible, et puis se donner les moyens d'aller au bout et de réussir. À nouveau, le long de l'aéroport pour la 2e boucle, il y en a 3 au total. Chris Gemmel à l'instant en leader, désormais Pete Jacobs en 2e position. Pete Jacobs qui a à son actif 17 titres entre guillemets de finisher sur distance Ironman. Même s'il n'a pas autant de victoires à son actif, ça reste un athlète que l'on retrouve souvent aux avant-postes. Et encore une fois, c'était le cas à Hawaï. Il a terminé 9e en 2010. Pete Jacobs, l'Australien,
qui nous explique sa stratégie sur cette course ici à Singapour. Ah, bien sûr, il y a quelques types ici qui risquent de causer quelques dégâts sur la course. Il y a une allure qui va être imprimée, il y a un rythme qui va être soutenu. Donc il va falloir s'accrocher pendant la partie cycliste parce que sinon après, en course à pied, ce sera même pas la peine d'espérer quoi que ce soit, ça ira beaucoup trop vite. Ouais, il faut s'accrocher en effet en course à pied, ça risque d'aller vite hein, avec les Chris Gamel, les James Cunnama, les Patrick Vernet, si jamais ils arrivent à revenir, ça peut aller très vite en course à pied. Et en effet, pour Pete Jacobs, ça aurait été bien qu'il prenne un peu d'avance en natation, il n'a pas réussi à le faire. Il est tombé sur aussi fort que lui avec Chris Gamel. Et on le disait, hein, en effet, Patrick Vernet qui après une natation un peu moyenne, a réussi à faire l'effort pour revenir en tête de course. Et ça, c'était important pour lui. Regardez ce qu'il est en train de faire, Patrick. C'est incroyable. Il est en train de dépasser, je dirais presque d'enrhumer tous ses concurrents. Il est en train de se placer en tête de ce 70-3 de Singapour. Les uns après les autres, il est en train de les dévorer. Là, il exprime une puissance phénoménale. Il est temps de souffler, il aura mis un petit coup derrière la tête. Est-ce que c'est efficace ça? Non, mais je pense que l'objectif de Patrick, c'était éventuellement essayer de passer le groupe en force pour s'échapper. Après, on le voit, il s'est retourné, il a vu que derrière ça s'était accroché. Donc voilà, c'est le moment de souffler un peu, de s'alimenter et puis de voir comment les autres athlètes vont collaborer ou vont produire aussi leurs efforts. Ce qui est étonnant sur le vélo de Patrick, à chaque fois sur le cadre, d'ailleurs on le voit très bien, il a aligné, je dirais, son frigidaire, donc ça veut dire qu'il a ses gels pour la durée de la course. Ouais, c'est sa spécialité, on le voit toujours, hein. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, mais son tube qu'il a avalé, il ne l'a pas jeté, hein. Il l'a mis sous le cuissard. Et c'est souvent des gestes des triathlètes qui, après, lorsqu'ils arrivent sur un ravitaillement, ils jettent leurs déchets ou alors attendent la fin de la course. Mais on a bien vu à l'image qu'il avait fait attention. Oui, Patrick, il habite Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il sait combien sont précieux, en l'occurrence, ces territoires. Et donc, pour la sauvegarde et pour ne pas justement aggraver déjà la situation, il est préférable de garder ses déchets et bien sûr de faire le nécessaire après la course. Amy Marsh, l'américaine, vainqueur de l'Ironman de Lake Placid et celui de Chine en 2010, vainqueur de l'Ironman de Wisconsin en 2009. Une allure qui n'a rien à voir avec celle de Jodie Swallow. Hein. Deuxième position, sereine, je dirais presque tranquille, inarrêtable. Derrière, Mary-Beth Ellis, pas tout à fait le même gabarit, en relance quasi permanente, beaucoup plus fine, beaucoup plus agressive dans sa morphologie et qui essaye de contrer un petit peu l'allure imprimée par sa compatriote. Ouais, deux positions complètement différentes sur le vélo. En effet, une position pas très aérodynamique, mais bon, très sereine. Et puis une autre position beaucoup plus agressive, on l'a bien vu, avec beaucoup de relance. Les deux américaines, quasiment côte à côte. Attention, les arbitres en général n'apprécient pas tellement cela. Il faut respecter, on le disait, les distances, 10 mètres devant, 10 mètres derrière et 3 mètres de manière, latéralement. Et là, il n'y a pas les 3 mètres, d'autant qu'il y a encore une fois à la gauche d'Amy Marsh un amateur, un groupe d'âge derrière. Donc c'est pas facile pour les pros de naviguer dans ce peloton. Hein. Ouais, et puis surtout que vous avez vu, hein, elles sont du même team, le team TBB. Donc en général, quand les arbitres arrivent et qu'ils voient 3 athlètes du même team, plus ou moins proches, ça risque de cartonner. Et à gauche, l'arbitre, là, en maillot rouge sur l'extérieur de votre image, il est en train tout simplement de les avertir. Prochaine situation un petit peu douteuse, il y aura carton, il y aura pénalité, il y aura stop and go et il y aura peut-être tout simplement un podium qui disparaîtra. Donc du coup, Mary-Beth Ellis a accéléré, elle est passée devant Amy Marsh, ne serait-ce que pour aller au bout de son intention, pour bien spécifier qu'elle n'avait pas envie de rester dans l'allure d'Amy Marsh. Et derrière, c'est le même cas de figure pour Machi Nishiuki, qui doit faire attention à sa position. En général, hein, dans ces cas-là, il faut essayer de produire l'effort pour se placer devant. Hein. Comme ça, au moins, on évite le manque de concentration et des fois de s'abriter ou de se rapprocher trop près d'un athlète et puis de se faire cartonner par un arbitre. Il a gagné l'Ironman d'Hawaï, c'était en 2005. Faris Al-Suttan. Première position, Scott Nayedli, l'Écossais, on en parlait tout à l'heure, en deuxième place, qui revient là et qui accélère même pour essayer de prendre le meilleur sur ses principaux rivaux. Belle allure pour Scott Nayedli. Guy Crawford, australien,
Grand gabarit, longiligne, bonne position sur le vélo, Cyril, très aérodynamique. Hein. Ouais, belle position, surtout que c'est pas évident hein, pour ces grands gabarits comme ça de trouver des positions aérodynamiques. Une belle vélocité, un peu de puissance, donc parfait pour... c'est à l'image des Australiens. Hein. Les Australiens en vélo, ils aiment bien quand envoyer du gros, quand c'est plat comme ça, à frôler avec les grandes vitesses. Donc voilà, c'est un terrain de jeu vraiment idéal pour cet athlète. Là, on est à entre 40 et 45 km/h, sans difficulté majeure, avec le sourire. Regardez, Guy Crawford qui parle, qui dialogue même avec le caméraman et du moins et aussi le pilote devant. Il a trouvé sa place, il a trouvé son rythme, son allure. Ouais, je pense qu'ils essayent d'avoir un peu des infos, savoir si derrière il y a des athlètes qui ont un peu craqué. Hein. On a bien vu que la course était un peu accélérée avec les costauds qui arrivent devant. Hein. On pense à Scott Nidelli, à l'Australien, à Patrick Vernet qui sont là pour justement durcir la course. On a vu Faris Al-Sultan aussi, parce qu'ils savent que derrière des gars comme Chris Gemmel ou James Kunama risquent de courir très très vite. Allez, encore un retour et le parcours cycliste sera terminé. Regardez le paquet, on se croirait presque en Grand Prix ou en Coupe du Monde. Hein. Ouais, j'allais le dire, hein, vous ne détrompez pas, ce n'est pas une Coupe du Monde, c'est juste une épreuve du 73, la série 73. Donc on est sur un parcours de 90 km vélo et il y a un groupe devant qui s'est formé d'une vingtaine de coureurs. Elle est toute seule, en tête de la compétition. Elle compte à ce moment précis près de 5 minutes d'avance. Jody Swallow sur ses principales rivales, en l'occurrence Amy Marsh, Marie-Beth Ellis ou encore Maki Nishiuki, la japonaise. Il n'y a pas de secret, elle est beaucoup plus forte que les autres, et en natation et à vélo. Il lui faut prendre donc un avantage évident pour attaquer la course à pied de manière à peu près confortable. D'autant qu'elle redoute une chose, hein, c'est la chaleur. Elle n'aime pas beaucoup la chaleur, Jody Swallow. Il faut dire que c'est assez compliqué, d'autant que c'est très très humide là. Ouais, c'est très humide. Ouais. C'est surtout l'humidité hein, qui rend la course difficile. Parce que la chaleur, les athlètes, ils sont habitués à s'entraîner dans les pays chauds, l'Australie, l'Afrique du Sud, Hawaï. Donc ils ont l'habitude. Par contre, l'humidité, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué. Et puis forcément, hein, le corps ne réagit pas de la même façon à l'entraînement qu'en compétition. C'est Julie Dibens qui nous disait lors de son épreuve à Abu Dhabi que c'était terrible, c'était une véritable souffrance que de lutter dans cette atmosphère de chaleur certes, mais de moiteur, d'humidité, et qu'elle avait les pires difficultés. Pourtant son palmarès aurait tendance à nous prouver le contraire, mais elle dit à chaque fois c'est une véritable guerre qu'elle doit mener pour justement arriver au terme des compétitions dans un état de confort suffisant. On respire, on marque une toute petite pause et puis dans un instant on revient à Singapour pour la suite et la fin de cette 5e édition de l'Alpha Ironman de Singapour. A tout de suite, ne bougez pas. De retour à Singapour pour la 5e édition de l'Alpha Ironman avec un petit récapitulatif. Belle bagarre en tête de la course de ces messieurs. Ils sont une quinzaine de lascars à pour l'instant être ensemble et à se diriger vers l'aire de transition de manière groupée. Tandis que chez ces dames, Jody Swallow compte 5 minutes d'avance sur ses rivales. Amy Marsh, Marie-Beth Ellis ou Maki Nishiuki. Gros plan sur un athlète qui participe à cette compétition. À la différence des autres, c'est qu'il a tout simplement 74 ans. 74 ans. Et ce monsieur, Yi Moon, nous explique tout simplement qu'il a découvert le sport à l'âge de 49 ans. À 49 ans, il a couru son premier semi-marathon. Avant, il était, dit-il, anti-sportif. Il n'avait jamais, réalisé le moindre effort, ne serait-ce que pour courir, faire du vélo ou nager. Et tout d'un coup, il s'est senti pousser les ailes, donc il a commencé à se préparer, il a commencé à découvrir tout simplement qu'il pouvait exister d'un point de vue sportif. Et il a à son actif un certain nombre d'épreuves. Tenez-vous bien, il a 15 Ironman à son actif. Il a participé 6 fois à l'Ironman d'Hawaï. Et il fait bien insister, il me dit parmi les compétiteurs ici présents, je suis le plus âgé. Donc pour moi, je n'ai aucune pression. Tout ce que je vais faire, ce sera du bonus. Ce sera en l'occurrence du plaisir supplémentaire. Donc je ne vais pas commencer à me prendre la tête pour imaginer une stratégie, une façon de courir. Je vais tout simplement aligner les kilomètres comme j'ai l'habitude de le faire. Je me suis préparé pour ça. Et donc il n'y a aucune raison pour que je bute sur un obstacle. Ma vie a commencé, dit-il, à 50 ans.
C'est incroyable. C'est incroyable. Et regardez, c'est lui. Il faut dire qu'il n'a pas tout à fait le profil d'un homme de son âge. Alors je ne voudrais pas non plus cataloguer tous les messieurs de plus de 70 ans dans un groupe unique, mais il n'empêche que cet individu-là a sans doute pas tout à fait les mêmes capacités physiques que je dirais, père du même âge. Non mais il a un bon petit coup de pédale, il gère bien sa course et je pense qu'il prend l'épreuve avec très belle philosophie. La deuxième transition est l'arrivée, non pas du Grand Prix, on fait bien assister à nouveau dessus. Il y a 20 athlètes qui sont arrivés ensemble avec Crawford, Gemmel, regardez Chris Gemmel, le néo-zélandais, il a à peine posé son vélo qu'il a déjà des baskets aux pieds, la casquette sur la tête. David Dello, il enchaîne le pas. Derrière James Cunnama en troisième position. Ça c'est Faris Al Sultan. Alors il n'est pas en train de s'endormir, il a juste pas tout à fait les mêmes automatismes. Ah ouais, Faris il est habitué à la distance reine, l'Ironman, donc on le voit, hein, il a du mal à enchaîner rapidement par rapport à un Chris Gemmel qui lui est habitué à tous les week-ends, pas tous les week-ends mais très 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 régulièrement à ce genre de transition et on le voit, hein, des athlètes qui n'ont pas l'habitude qui paniquent un peu et qui s'en mêlent un peu les pinceaux. Le japonais Nishiuki, lui aussi dans la transition. On parlait de Chris Gemmel, il est cette année champion d'Océanie sur courte distance, donc il performe encore. Il a 4 victoires en Coupe du Monde, 16 podiums en Coupe du Monde, Chris Gemmel. Donc il a à son actif un joli petit palmarès. Il est tenté, et bien sûr comme nombre de ses amis triathlètes, il est tenté de passer sur longue distance. Jodie Swallow, elle aussi arrive dans l'ère de transition. Pas tout à fait le même type de facilité en termes d'enchaînement, mais ça va quand même assez vite et elle attaque le parcours cycliste. Elle a un avantage énorme, Jodie Swallow, sur ses principales rivales, même si là elle paraît avoir une foulée un tout petit peu moins féline que par le passé. Oula, stop pour Jodie Swallow. C'est pas un stop provisoire, c'est un arrêt définitif. Abandon pour la Britannique, assez particulier Cyril, parce qu'elle avait quand même un avantage énorme. Plus de 5 minutes, plus de 6 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé, Jodie? En fait, il se passe tout simplement que depuis cet hiver et mon passage en Afrique du Sud, là où je me suis préparé, j'ai contracté un virus et je n'arrive pas à m'en défaire et donc je ne retrouve pas mes moyens physiques, surtout en course à pied. J'ai beaucoup de mal à me sentir à l'aise sur la course à pied. J'ai tendance à me sentir un peu oppressé, j'ai l'impression d'étouffer et je sens aussi je ressens ce mal ou du moins ce mal-être lorsque je sors de l'eau et que je dois courir jusqu'à l'heure de transition pour prendre le vélo. Donc elle a une espèce de souffle, je dis, qui lui pose un problème majeur apparemment. Hein. C'est surprenant parce qu'en natation et en vélo, elle n'avait pas l'air gênée. Heureusement pour ses adversaires qu'elle n'était pas gênée parce qu'avec l'avance qu'elle avait. Regardez derrière, du coup, elles sont 3 arrivées dans le même temps. Amy Marsh, Mary-Beth Ellis et Maki Nishiuki. 3 de l'équipe TBB, 2 américaines et une japonaise. Et c'est parti. Maki Nishiuki est partie la première. Amy Marsh, elle se prépare. Attaque le parcours à son tour. Donc du coup, c'est parmi ces 3-là que se trouve sans doute la prochaine athlète à monter sur la plus haute marche du podium. Ah, quelques difficultés pour Mary-Beth Ellis en matière de transition. C'est pas aussi fluide, pas aussi rapide. Ouais, elle est un peu dans la difficulté là. On a l'impression que le parcours cycliste lui pèse un peu. Oh là, le vélo n'était pas bien installé, pas bien accroché. Elle fait pas attention, elle veut tout faire en même temps et puis du coup elle perd du temps. Donc je pense qu'il faut faire les choses après les autres. Voilà, on pose le vélo, on enlève le casque. Là, il est seulement à moitié enlevé. Et puis du coup, elle perd un temps. Elle perd un temps infini, c'est incroyable. Parcours pédestre, donc 2 boucles pour couvrir les 21 km de la distance semi-marathon. Rien de difficile, encore une fois, la seule difficulté, c'est l'humidité. C'est-à-dire que là, elles ont couvert les 90 km à vélo. Il va falloir trouver les ressources nécessaires pour lutter contre cette humidité ambiante. Ça n'a l'air de rien, mais qui peut totalement vous assécher. Et c'est paradoxal, quoi. Ouais, faut penser à bien s'hydrater, à bien rafraîchir les muscles à chaque ravitaillement. Et puis lutter contre ce taux d'humidité qui parfois empêche la respiration de se faire correctement. Regardez là, le haut complètement ouvert, la casquette à l'envers, on a remonté un petit peu le maillot au-dessus du nombril pour avoir un peu de fraîcheur, et là on enchaîne les foulées avec difficulté. Alors on a vu Chris Gemmel qui avait une allure un peu plus agressive que les autres, d'ailleurs on a vu Faris Al Sultan, on a vu Ballast Choke, on a vu Marsh, en l'occurrence le mari d'Amy Marsh, qui à son tour
enchaîne les kilomètres. Courtney Ogden qu'on avait vu à Wanaka, qui avait pris la 2e place en Nouvelle-Zélande en début d'année. Et ça, c'est le japonais Nishiyuki. Alors, les foulées sont très différentes, ça n'a strictement rien à voir. Ouais, on le voit bien, il y a des coureurs qui ont donné beaucoup en vélo et qui là sont en train de souffrir avec les conditions météo, l'humidité. Et Chris Gemel, ça doit le surprendre parce que c'est vrai qu'il il vient vraiment du court distance. Donc quand il part comme ça, il arrive à une transition qui a autant de monde, il part à pied, ça reste concentré un petit moment, alors que là, il se retrouve tout de suite tout seul en tête. Et puis derrière, on l'a vu, hein, ça coince un peu. D'un point de vue de la course féminine, la première est pour l'instant Amy Marsh, l'américaine, devant Maki Nishiyuki, la japonaise. Marie-Beth Ellis en 3e position, qui passe à l'instant sous nos yeux. Michelle Wu, l'australienne, la jeune australienne, est en 4e position, mais vous l'aurez sans doute noté, elle n'a pas tout à fait la même foulée que celle qu'on a vue précédemment, plus agressive, bien plus agressive. Kristen Molloy, elle aussi, à l'aise, même si elle a une foulée ample, on la sent beaucoup plus à son aise ici. Kirsten Molloy, australienne, avec à son actif une 5e place donc en Australie en 2010 lors de l'Ironman, une 6e place en Nouvelle-Zélande en début d'année. Elle qui a remporté le marathon de Nouvelle-Galles du Sud en 2010. Elle nous explique pourquoi les Australiens sont si performants, parce que tout simplement ils ont un terrain de jeu extraordinaire, nous explique-t-elle. On a effectivement de quoi avoir envie de pratiquer le sport. Et bien sûr, le triathlon fait partie de ces disciplines qui se développent et qui, tout simplement, permettent aux Australiens et à l'Australie d'avoir des champions. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des conditions qui leur permettent de pouvoir pratiquer les disciplines enchaînées beaucoup plus facilement que chez nous en Europe. Ils peuvent nager en mer, ils peuvent enchaîner tout de suite sur le vélo. Et puis bon, c'est vrai que c'est une population qui, en général, pratique le sport tous les jours. Et on le voyait récemment lors du résumé de l'étape des séries mondiales à Sydney avec Laurent Chopin. Il y avait justement un petit retour sur ces Australiens qui ont marqué l'histoire du triathlon. C'est à se demander si le triathlon n'a pas été inventé pour et par les Australiens. Ce sont des athlètes, certes, pas tout à fait comme ceux qu'on a l'habitude de voir en tête des compétitions. Ils sont handicapés, ils sont non valides, ils sont super courageux, ils sont l'âme, ils sont l'esprit de ces compétitions. Entre eux, ils rivalisent pour effectivement gagner des places et monter sur la plus haute marche du podium. C'est important, nous dit Simon Newman, qui est tout simplement le sponsor de la course. C'est l'esprit de la compétition, c'est l'âme aussi de ces courses auxquelles nous participons. Et ici, c'est fabuleux. C'est sans doute la plus belle course au monde. On va juste se marrer un bon coup entre nous. Pour ce qui concerne la course à pied, je peux vous assurer que je vais mettre un bon coup de pied dans les fesses. Retour sur la compétition masculine, celle qui concerne les athlètes élites. Et le voici, le leader, Chris Gemel, néo-zélandais, en tête depuis l'ère de transition. On attaque la fin du parcours pédestre. Et pour une première tentative sur distance Alpha Ironman, c'est plutôt concluant, Cyril. Ouais, il est bien, il a une belle foulée. Et puis bon, là, il peut mesurer là, sur ses demi-tours l'avance qu'il a par rapport à ses adversaires. Donc ça lui permet de gérer son allure et son effort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, 4 victoires en Coupe du Monde, 16 podiums à son actif, un titre de champion d'Océanie sur courte distance en 2011. Même s'il a 34 ans, il est encore performant. Bien sûr, ici, dans un environnement comme le Alpha Ironman, ce sont des parcours rapides avec des athlètes rapides. Donc on se rapproche plus du court distance que de la distance Ironman. Ce sont des attitudes, des habitudes, des rivalités qu'on a par le passé connues sur effectivement les Coupes du Monde ou sur les séries mondiales plus récemment. Donc c'est un esprit différent. Est-ce que pour autant on est susceptible de pouvoir performer sur des distances plus longues? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ça a amené effectivement une plus grande agressivité sur cette distance Alpha Ironman. C'est vrai que c'est une distance intermédiaire qui est vraiment très très intéressante, parce qu'on le voit, donc ça permet donc à des athlètes du court de venir s'essayer sur le long, et puis ça nous donne des courses où on l'a vu sur la transition, très agressive au niveau des transitions, on l'a dit, et puis très intéressante.
James Cunnama, en 2010, c'est marqué, c'est officiel, vainqueur du triathlon d'Alpe d'Huez, format longue distance. On s'en souvient, on avait vécu ensemble sur Sport+. Cunnama en 2e position. Il a gagné aussi l'Ironman de Floride. Il a gagné l'Alpha Ironman d'Austin au Texas. Grosse année 2010, c'est ce qu'il nous explique effectivement. En 2010, il a multiplié les performances. On a oublié de parler de l'Ironman du format Ironman de Cedar Point. Il avait pris une 2e place ici, une 2e place lors de l'Embrunman. Donc James Cunnama, le Sud-Africain, s'est promis de monter sur la plus haute marche de l'Ironman à Hawaï. Et il va se donner les moyens pour y parvenir. Ça fait suffisamment de temps qu'il nous dit, Cyril, pour qu'on puisse le croire. Oui, et puis c'est des bons objectifs. Et puis bon, il commence à être connu, même reconnu dans la discipline. Mardi dernier, Chris McCormack nous parlait justement de James Cunnama, comme quoi ça allait à l'avenir, ça allait être un rival important sur la distance Ironman. Pete Jacobs, l'Australien, en 3e place. Donc Gemmel, leader. Cunnama en 2e position. Pete Jacobs en 3e position. Un écart pour l'instant assez peu important en ce qui concerne Gemmel et Cunnama. Il y a grosso modo une petite minute. Ensuite, entre Jacobs et Gemmel, il y a un peu moins de 3 minutes 30. 4e place pour David Delot, l'Australien, lui aussi qui découvre la distance. Il a un peu plus de mal. Là, on voit le haut du corps, les épaules qui se battent un petit peu. Ouais, et puis les athlètes qui ont l'habitude de faire des plus longues distances comme la distance Ironman qui réapparaissent. Je pense notamment donc à James Cunnama, Pete Jacob et puis Faris Al-Sultan et Patrick Vernet, voilà, qui revient petit à petit sur des athlètes qui ont un peu moins d'expérience sur le très très longue distance, et les conditions météo font que la course est dure, et ces athlètes-là sont un petit peu en souffrance, mis à part Chris Gemmel. Patrick Vernet qui revient justement sur le dossard numéro 6, celui de Christian Kemp, l'Australien, récent vainqueur du sprint de Wellington. Donc c'est pour vous dire qu'il est très éloigné de cette distance qu'il est en train d'éprouver ici. Patrick qui remonte tout doucement et qui va lutter. Il lutte aussi, Scott Niedli, qui a animé la tête de course à vélo. Il a beaucoup plus de difficultés, là, Cyril, dans ce dernier virage de ce semi-marathon. Il a beaucoup donné en vélo, et il le paye un peu cash, d'autant plus que mentalement ça doit être dur pour lui, parce que voilà, la transition, ils étaient nombreux, et puis c'est parti sur des allures impressionnantes, et il n'a pas pu suivre le rythme. Et il y a eu changement en tête de la course féminine, c'est Mary-Beth Ellis qui est passée devant Amy Marsh, petit gabarit, agressive, plus efficace en course à pied. Amy Marsh est 2e, mais attention parce que derrière ça revient très fort. Michelle Wu, la jeune Australienne, elle aussi avec cette foulée agressive, fluide, efficace, est en train de causer quelques soucis en tête de course. Rachel Paxton, avec un visage un petit peu dans la souffrance, qui s'accroche. Rachel Paxton. Des jeunes athlètes qu'il faudra surveiller de près. Elles sont en train tout simplement de s'aguerrir. Elles sont en train d'éprouver un petit peu leur entraînement, leur préparation. Et rien ne vaut la compétition pour véritablement évaluer sa situation. Ouais, et surtout sur ces distances-là, c'est vraiment les distances idéales pour s'aguerrir, et puis pour accumuler de l'expérience, et puis pour petit à petit passer sur la distance un peu supérieure, la distance reine, l'Ironman. Mais c'est vraiment un format idéal pour apprendre et pour se préparer. C'est ce que disait aussi Maca. Il disait on pouvait effectivement avoir tous les entraîneurs, les meilleurs du monde, multiplier les longueurs à la piscine, à vélo et les heures passées à courir. Si vous ne courez pas, si vous ne battez pas avec les autres, contre les autres, expliquez-le comme vous voulez, ça ne sert à rien. C'est là que ça se passe, c'est là que vous apprenez votre métier. Première expérience pour Chris Gemmel sur Half Ironman, et première victoire plutôt efficace. Le jeune néo-zélandais de l'île du Nord, le champion d'Océanie courte distance, est désormais le vainqueur 2011 du Half Ironman de Singapour. Et il se paie le luxe de battre le record de l'épreuve, 3h50 et 54 secondes, pas mal. Ouais, c'est un bon temps. Ouais. On a vu un parcours cycliste très très animé, avec des rouleurs qui voulaient s'échapper. Donc ça fait que la course en vélo a été très très rapide. 2e position encore, je vais tenter de dire, pour James Cunnama, après une 2e position l'an passé derrière Craig Alexander. Cette fois-ci, c'est derrière Chris Gemmel, 2e place, 3h51 et 45 secondes, c'est-à-dire 50 secondes derrière Gemmel. 3e place pour Pete Jacobs, pas mal Pete Jacobs, d'autant qu'il nous a réalisé un 2h40 à Hawaï l'année dernière sur la distance marathon. Il a progressé énormément en course à pied. Ouais, en course à pied, sachant que c'est un nageur, donc ça devient intéressant pour Pete Jacobs. L'arrivée
Pour ce qui concerne Mary-Beth Ellis, l'américaine, 4h21 minutes et une poignée de secondes. Elle qui voulait oublier à tout prix, coûte que coûte, cette année 2010 décevante. Elle attaque l'année 2011 de manière très différente et pour le moins efficace. Deuxième place, elle a résisté. Elle a trouvé les moyens de conserver cette position jusqu'au bout. Amy Marsh, elle en termine après 4h22 minutes et 32 secondes d'effort. On voit, Cyril, qu'elles ont souffert, que l'humidité leur a visiblement posé un problème. On franchit la ligne avec soulagement. Ouais, là, elles sont, la ligne d'arrivée est vraiment le bienvenu. Elle a eu un peu moins de difficultés en course à pied. Elle nous a fait une très très belle remontée. Michelle Wu, l'Australienne, effectivement, qui court le semi en 1:28:46. C'est plutôt pas mal. Quand on sait qu'Amy Marsh, elle l'a couru en 1:30:48, donc il fallait que ça se termine, sinon elle serait montée effectivement un cran au-dessus. Patrick Vernet prend la 4e position ici, donc bon retour, beau travail à vélo, belle fin de parcours à pied, donc il se prépare. Pas facile, la différence entre Half Ironman et Distance Ironman. Patrick a pour objectif, bien sûr, Hawaï en 2011. Ouais, intéressant, il prend des points pour la qualif pour Hawaï, donc c'est plutôt bien pour Patrick. Le fameux ranking, le classement de ces dames. Mary-Beth Ellis, Amy Marsh, Michelle Wu, Maki Nishiyuki, la japonaise, et Rachel Paxton, première, donc deuxième australienne, pardon, après Michelle Wu. Je voulais simplement et avant tout me tester sur cette distance et voir ce que je pouvais donner face à des gars plus habitués aux longues distances. Et puis ça a été effectivement un vélo assez compliqué. Il fallait lutter effectivement pour garder sa place devant. Kunama il est cuit, il est ratatiné. Le vélo a été super dur. Et après ça a été impossible de récupérer Chris en course à pied. J'ai fait ce que j'ai pu, mais vraiment, il est super rapide. Bien sûr je suis un petit peu déçu, mais bon c'est le début de la saison, il y aura d'autres occasions pour moi. Je me suis senti à l'aise plutôt en course à pied, bon bien sûr à vélo aussi, mais je pense que c'était une belle course, j'ai fait du bon boulot, je n'avais pas tout à fait non plus pour objectif de monter sur la plus haute marche, de l'emporter, je suis en train de me préparer, ma saison débute, donc je suis en train de tout simplement m'évaluer et de ce point de vue là je suis plutôt satisfait de ma performance. Pas terrible la natation, vraiment loin de là. À vélo j'ai eu du mal à me mettre dans le rythme, à trouver ma place. Il a fallu que je fasse des efforts et puis que je résiste bien sûr. Et puis j'ai commencé à me sentir un petit peu mieux en course à pied. Et là, au fur et à mesure que les kilomètres arrivaient, je me sentais de mieux en mieux. Et finalement, c'est le résultat, c'est mon expérience. Et c'est l'envie sans doute que j'avais. Je suis cuite, je suis fatigué, l'humidité m'a éprouvé au plus haut point, ça a été un enchaînement compliqué après Abu Dhabi. Alors bien sûr pour moi, il y a une grosse différence avec le climat que je connais et que je vis en l'occurrence en Australie, ça n'a rien à voir en termes d'humidité, mais je me suis senti à l'aise, je me suis senti plutôt dans mon environnement, j'ai pas souffert de trop de cette humidité et je me sens plutôt contente, je suis plutôt fier de moi. Lui c'est le premier des amateurs, celui qui remporte donc le titre pour ce qui concerne les groupes d'âge et qui dit que le parcours était beaucoup plus sympa cette année que les années précédentes. Donc il a l'habitude de venir ici parcourir les distances à Singapour. Il a le sourire, satisfait, il peut être content de lui, il n'y a pas de doute et il sera là l'année prochaine, nous confirme-t-il. À gauche, cet athlète qui s'était promis à l'issue de l'épreuve de demander sa fiancée en mariage. Allait-elle dire oui? Allait-elle accepter? La pluie a peut-être aussi joué son rôle dans cette histoire. En tout cas, ça c'est une des anecdotes qui viennent, je dirais, rythmer ces compétitions. Certains en profitent pour effectivement rythmer les étapes principales de leur vie. Merci Cyril, prochain rendez-vous, ce sera en Afrique du Sud. À noter, le 11 mai pour l'Ironman d'Afrique du Sud. Entre-temps, vous aurez eu le Grand Prix, la première étape, à Nice, le 25 avril, sur Sport Plus bien sûr. Salut à tous! Salut!